Et boum, Apple vient de tenir le tout premier keynote de l'année 2022. Le feu! Ok, j'en fais peut-être un petit peu trop, on va redescendre et se calmer. Donc le keynote c'était ce soir, et autant dire clairement, Apple n'a pas fait les choses à moitié. Rendez-vous compte, en moins d'une heure, la firme a présenté un nouveau coloris pour les iPhone 13, un nouvel iPhone SE, un nouvel iPad Air, une nouvelle puce, le M1 Ultra qui sort complètement dingue, le Mac Studio et le Studio Display. Une palanquée de produits sur lesquels on ne pouvait pas ne pas revenir. Dans cette vidéo, je vais donc résumer toutes les nouveautés qui ont été annoncées par Apple durant cet événement. Alors c'était clairement l'un des gros morceaux de la soirée, vous l'aurez compris, je fais bien entendu allusion à l'iPhone SE 2022, aussi connu comme l'iPhone SE 3 ou encore comme le nouvel iPhone SE. Un iPhone SE qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son prédécesseur. Alors c'est un petit peu dommage, mais Apple n'a pas souhaité de rupture franche. Son nouveau téléphone reprend donc le châssis de l'ancien. Cela veut également dire que l'écran est entouré par d'épaisses bordures et que le lecteur Touch ID physique est toujours présent en façade. Et comme toujours, 3 couleurs sont proposées, on pourra le prendre en blanc, en noir ou en rouge. Sous le capot en revanche, pas mal de changements, à commencer par le SoC. Ici, Apple a choisi de se tourner vers l'A15 Bionic, soit la même puce que celle qui équipe les iPhone 13. Grosse perf au programme donc, et en prime on aura aussi 3 capacités de stockage différentes, 64 Go, 128 Go ou 256 Go. Pas de changement en revanche sur l'écran, on reste sur du 4,7 pouces avec une définition proche du HD. En revanche, le verre est un petit peu plus résistant. Et puis surtout, l'autonomie sera meilleure, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Surtout que derrière, on pourra aussi compter avec la 5G. Pour la photo, on pourra compter sur un capteur de 12 millions de pixels, donc une définition qu'on connaît déjà avec un grand angle, on ne sait pas encore son ouverture. Je pense que je referai peut-être un point là-dessus un peu plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce capteur de 12 millions de pixels va pouvoir aller un petit peu plus loin grâce à la présence de la puce A15. On aura donc toutes les technos habituelles comme le Deep Fusion ou encore le Smart HDR4. Même chose aussi pour les styles photographiques, et ça c'est intéressant parce que jusqu'à présent, seuls les iPhone 13 pouvaient en profiter. Apple a également évoqué des nouveautés sur le terrain de la vidéo, en revanche, il semblerait que le mode cinématique ne soit pas de la partie. Alors côté dispo, les précommandes démarrent ce vendredi, et l'iPhone SE commencera à être expédié le 18 mars. Côté prix, il faudra compter 429 $ pour le modèle le moins cher, et bien sûr, en euros, ça risque de piquer un petit peu plus, et j'ajouterai le prix chez nous en surimpression de la vidéo. Faut pas que j'oublie. Alors clairement, le prix est sympa, les perfs sont sympas, on est quand même sur un appareil qui offrira le même niveau de puissance qu'un iPhone 13. Maintenant, le design... J'avoue que ça me laisse un petit peu songeur. J'aurais vraiment adoré qu'Apple lance un iPhone 13 mini complètement borderless, sans encoche et avec un lecteur Touch ID sur la tranche, tout comme ce que propose l'iPad Air. Mais malheureusement, Apple a décidé de nous resservir le châssis de l'iPhone SE qui est lui-même dérivé de l'iPhone 8. Un iPhone 8 qui a quand même quelques années déjà derrière lui. Sinon, bonne nouvelle, sachez qu'une nouvelle couleur débarque pour les iPhone 13 et iPhone 13 Pro. Cette couleur, c'est le vert. Alors, il n'est pas exactement pareil sur les iPhone 13 et sur les iPhone 13 Pro, on n'a pas la même finition, mais voilà, ça reste du vert dans les deux cas. Mais Apple ne s'est pas uniquement focalisé sur l'iPhone SE 2022, ou sur l'iPhone SE 3, ou sur le nouvel iPhone SE, et la firme a aussi profité de l'occasion pour introduire une nouvelle tablette tactile, l'iPad Air 5, et donc l'iPad Air de 5e génération. Alors côté design, un peu de changement, on conserve le même châssis avec ce gigantesque écran et ses tranches plates. Et comme souvent avec Apple, c'est sur la fiche technique que tout va se jouer. Car le nouvel iPad Air a une particularité très intéressante, il est animé par une puce M1, soit la même puce que celle qui équipe le tout dernier iPad Pro de 12,9 pouces. Alors ça, bien sûr, ça va se traduire par un gain de puissance accru, et Apple évoque un gain de 60% par rapport à la génération passée pour la partie CPU. Au niveau du GPU, les performances seraient visiblement multipliées par 2, ce qui est finalement assez logique, car le M1 embarque plus de cœurs, aussi bien sur la partie CPU que GPU. Des cœurs qui sont aussi plus véloces et qui sont en plus couplés à un Neural Engine de 16 cœurs. L'écran en revanche ne change pas, on reste sur la même dalle que l'ancienne génération. La webcam va passer à 12 millions de pixels, elle va enfin prendre en charge le Center Stage qui permet de recadrer le sujet en temps réel, et vous aurez aussi le droit à la 5G
sur les modèles compatibles. Sinon, eh bien, sachez quand même que le connecteur USB type C a été revu et il est désormais 2 fois plus rapide, ce qui va bien entendu faciliter le transfert de données. Alors bien sûr, hein, l'idée d'un iPad Air avec une puce M1 est ultra séduisante. Moi j'adore, je vote pour, voilà, je vote pour ce principe, je vote pour cette tablette, sauf que derrière, il faut quand même pas oublier une chose, et cette chose, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, sur l'iPad, la puce M1 est encore sous-employée. Et ça, je parle en connaissance de cause puisque je suis l'heureux propriétaire d'un iPad Pro de 12,9 pouces, de dernière génération, qui est donc animé par une puce M1, et même si je l'adore, même s'il est génial, bah clairement, je vois pas de gain de puissance significatif par rapport à l'iPad Air que j'avais avant. D'ailleurs, c'était un iPad Pro avant. Enfin bref, donc c'est bien d'avoir une puce M1. Maintenant, ce qui serait vraiment génial, Apple, si tu regardes cette vidéo, eh bien, c'est que d'ailleurs, tu nous proposes aussi des applications qui en tirent pleinement parti. Alors oui, je vais encore parler de Final Cut, mais je pourrais parler de plein d'autres outils que je rêverais de voir débarquer sur iPad. En tout cas, c'est intéressant de voir que la frontière entre iPad Air et iPad Pro, eh bien, se diminue un petit peu. Cela étant, quand même, l'iPad Pro reste toujours un peu leader sur le marché, ne serait-ce que par son écran, ne serait-ce que par la présence du 120 Hz, et puis bien sûr par la présence de Face ID. Sinon, si ça vous intéresse, sachez que l'iPad Air 5 sera aussi dispo en précommande à partir de vendredi, pour une livraison qui est prévue le 18 mars. Et côté prix, attention, il faudra débourser, j'ai noté 599 $, et donc je dirais à peu près autour des 649 €. Même chose, je mettrai le prix en surimpression de la vidéo. Donc un prix qui est quand même assez conséquent, surtout que pour ce tarif-là, vous n'aurez le droit qu'au modèle embarquant 64 Go de stockage. Si vous voulez la seconde variante avec 256 Go, eh bien il faudra repasser à la caisse. Et autant dire que si vous voulez vraiment utiliser l'iPad Air comme machine principale, 64 Go, ça risque d'être un petit peu juste. Alors c'était un petit peu la surprise de la soirée, celle que personne n'avait vu venir. Je fais bien entendu allusion au M1 Ultra, la nouvelle puce d'Apple, une puce qui est complètement démentielle. Alors sans surprise, cette nouvelle puce va beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus loin que les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait elle est vraiment basée sur le M1 Max. Durant la conférence de presse, la marque nous a avoué qu'elle avait un peu fait sa cachotière. En ce sens que sur le M1 Max, eh bien, il y avait un connecteur IDE qui était caché. Un connecteur qui n'avait qu'un seul but, celui de permettre à la puce de se connecter à une autre puce. Et donc de connecter deux M1 Max. C'est ce qu'Apple appelle la technologie Ultra Fusion et le M1 Ultra est littéralement basé dessus. Ce qui veut également dire que cette puce regroupe en réalité deux M1 Max avec une bande passante de 800 gigabits par seconde. C'est complètement fou. Et là-dessus, on a aussi 128 Go de mémoire unifiée. Oui, 128 Go, avec un CPU qui donc a 20 cœurs, dont 16 cœurs axés sur la performance, et un GPU qui est composé de 64 cœurs. Et en prime, vous avez aussi un Neural Engine de 32 cœurs et un Media Engine qui sera entièrement consacré à l'encodage et au décodage de vidéos, le tout pour des performances qui seraient visiblement 8 fois supérieures à celles du M1. Et le plus beau, bien sûr, c'est que cette puce consomme très peu. Et ça, pour moi, c'est intéressant parce que ça laisse entrevoir finalement beaucoup de choses sur la stratégie qui est empruntée par Apple sur la piste de l'Apple Silicon. Alors clairement, oui, on va voir des puces qui vont être présentées année après année. On a eu le M1, le M1 Pro, le M1 Max. Mais Apple ne va pas se contenter de sortir de nouvelles puces. Visiblement, la firme veut aussi les assembler, les fusionner les unes avec les autres. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, Apple va partir sur une stratégie qui est assez proche de celle d'Intel avec les fameux Xeon. Et où est-ce que je veux en venir? Eh bien, tout simplement qu'aujourd'hui, on sait ce que proposera plus ou moins le Mac Pro. Le Mac Pro ne va effectivement pas se contenter d'introduire une nouvelle puce, mais je pense qu'il va se diriger vers des fusions de puces. Donc on va avoir peut-être, je sais pas, deux M1 Max dedans, ou deux M1 Ultra, ou un M1 Ultra et un M1 Max, ou je sais pas. On va avoir une architecture qui va être assez modulaire, qui va être assez imbriquée, et je trouve ça plutôt intéressant comme choix. Alors cette fois, l'info avait fuité avant l'événement. Apple a effectivement profité de ce premier keynote de l'année 2022 pour dévoiler un nouveau Mac. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Ce Mac, c'est le Mac Studio, et il va venir se positionner entre un Mac Mini et
un Mac Pro. L'idée c'est donc de proposer une bécane qui sera plus puissante que l'actuel Mac Mini ou que l'actuel iMac, sans pour autant venir marcher sur les plates-bandes du Mac Pro. On retrouve donc un design proche de celui du petit ordinateur d'Apple, avec un boîtier qui est cependant un petit peu plus haut et qui mesure 9,4 cm. Et ça c'est pas anodin parce que ça veut dire qu'on pourra le glisser sous les écrans Apple. En prime vous avez aussi des ouvertures qui rappellent le Mac Pro à sa base. À l'intérieur sinon vous avez trouvé pas mal de choses. Alors tout va dépendre bien sûr de la configuration choisie, mais le Mac Studio fera la part belle au M1 Max ou au M1 Ultra. Et ça, on s'en doutait quand même un tout petit peu. La mémoire unifiée, sinon, elle va atteindre au choix 64 ou 128 Go en fonction de la variante choisie. Notez d'ailleurs que le gros modèle va aller assez loin sur le terrain de la vidéo, puisqu'il pourra gérer en simultané pas moins de 18 flux ProRes en 8K. Des performances qui sont complètement dingues et qui devraient faire vraiment la joie de tous les producteurs indépendants et globalement de tous ceux qui travaillent avec des petites équipes et qui ne peuvent pas investir dans de grosses stations de travail. Après on a une connectique qui est très généreuse avec 2 ports USB type C Thunderbolt et un lecteur de carte SD en façade. À l'arrière on va avoir 4 autres ports USB type C, toujours Thunderbolt, une sortie HDMI, une prise jack, 2 USB-A et un connecteur Ethernet 10 Gigabits. En prime, on a aussi du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5. Et sinon, le Mac Studio sera en mesure de gérer quand même 4 écrans Pro Display et un écran 4K en prime. Alors, il faut bien le reconnaître, Apple a frappé très fort parce que maintenant que le Mac Studio a été présenté, la première chose qu'on peut se dire, c'est comment avons-nous fait pour vivre sans lui? Parce que clairement, il manquait une machine dans ce catalogue. Il manquait une machine entre le Mac Mini, entre l'iMac et entre le Mac Pro. Alors c'est vrai qu'avec l'iMac Pro, on avait déjà une première réponse d'Apple. On avait un tout-en-un extrêmement puissant, mais pas autant que le Mac Pro. Mais bon, un tout-en-un qui était quand même relativement accessible. Sauf que voilà, quand on voulait une petite tour, il fallait impérativement se diriger vers le Mac Mini et le Mac Pro lui était beaucoup plus cher. Donc là on a une machine qui est un peu entre deux eaux, qui est un peu une machine hybride située entre le Mac Mini et le Mac Pro et moi je pense clairement que la marque a bien fait de lancer cette bécane et je crois qu'elle va s'écouler comme pas possible. En revanche si le Mac Studio vous intéresse, attention parce que le prix n'est pas donné, la version de base avec M1 Max est proposée à 1999 $. Donc on peut être sûr que le prix atteindra les 2200-2300 € chez nous. Et la version M1 Ultra, pour sa part, sera proposée à 3999 $. Donc là, je pense qu'on peut tabler sur à peu près 4500 € chez nous. Les précommandes démarrent ce soir, donc maintenant, là, tout de suite, et les livraisons interviendront à partir du 18 mars. Mais le truc vraiment cool, c'est qu'Apple ne s'est pas contenté d'inaugurer une nouvelle gamme. La firme a aussi présenté un nouvel écran, le Studio Display. Alors le look clairement rappelle inévitablement le Pro Display XDR. On retrouve des lignes anguleuses et ce fameux pied si significatif avec une rotule pour pouvoir modifier son inclinaison de 30 degrés vers le haut ou vers le bas. On pourra aussi acheter un support VESA à part pour le monter par exemple sur un mur ou pourquoi pas sur un bras articulé. Côté perf, côté tech plutôt, on a une dalle de 27 pouces qui est capable d'afficher 14,7 millions de pixels, donc c'est pas mal, et on est sur du Retina 5K. On a aussi 600 nits de luminosité, 1 milliard de couleurs, le support de l'espace P3, la compatibilité du True Tone, bref, on retrouve tous les habituels du genre. Et en prime, sachez que cet écran est traité contre les reflets, et on pourra aussi acheter en option un verre nano texturé. On appréciera aussi de retrouver une caméra de 12 millions de pixels, et une puce à 13. Alors cette puce servira à quoi? Elle servira à gérer la caméra, mais aussi les 3 micros de qualité studio embarqués, ainsi que les 6 haut-parleurs placés au niveau de la partie basse de l'écran. Au niveau de ces haut-parleurs, on a 4 woofers et 2 haut-parleurs à proprement parler, et bien sûr l'écran prend en charge l'audio spatial. Au dos, on va trouver 3 ports USB-C, capables de gérer un bitrate de 10 Gigabits par seconde, des connecteurs qui pourront aussi alimenter un Mac avec une puissance de 96 watts. Et en prime, on aura un Magic Trackpad, une souris et un clavier de la même couleur qui seront commercialisés par Apple. Donc là encore, les précommandes, ça ouvre ce soir, la dispo c'est le 18 mars, et le prix démarre à 1599 $. Donc à mon avis, on sera autour des 1800 €, mais même chose, je vais mettre en surimpression les prix chez nous. Voilà, je les mets par-dessus la vidéo, ça fera joli, faut pas que j'oublie. Alors pour un premier keynote, on peut dire qu'Apple ne s'est pas loupé du tout. Et si la marque ne s'est pas loupée, c'est parce qu'elle répond à plein de problématiques différentes. On a des produits qui sont bien positionnés. Vous avez l'iPhone SE, un iPhone SE qui
certes a un look un peu daté, mais qui est aussi puissant qu'un iPhone 13, sauf qu'il est beaucoup moins cher. Donc ça va intéresser qui? Ça va intéresser les gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter un iPhone 13 ou même un iPhone 12. Ensuite, vous avez l'iPad Air 5. L'iPad Air 5 avec sa puce M1. Alors certes, pour l'instant, elle est encore sous-exploitée, mais voilà, on a techniquement une tablette qui pourra rivaliser avec l'iPad Pro, mais tout ça avec un prix qui est quand même beaucoup plus attractif. C'est pas mal. Et puis bien sûr, il y a la nouvelle gamme de produits, la gamme Studio, qui elle me fait furieusement de l'œil. Alors, je vous rassure, je vais pas craquer parce que je pense que ma banquière ne me pardonnerait pas, ni ma comptable d'ailleurs, mais clairement pour moi cette nouvelle gamme, ces deux produits, ce Mac Studio et ce Studio Display, ils répondent à une problématique que tout le monde a eu un jour, que tous les professionnels ont eu un jour. Voilà, des gens qui veulent travailler sous Mac, mais qui ont peu de moyens et qui ne pouvaient pas se tourner vers le Mac Pro. Eh bien là, clairement, ils ont deux produits qui sont taillés pour eux. Alors certes, ces produits sont chers, je ne le nie pas du tout. Ils sont chers pour un particulier. Après, pour une entreprise, c'est toujours un petit peu différent. Vous avez la notion de charge qui intervient, la notion de TVA. Moi, je pense que pour une entreprise, même de prod par exemple, des gens qui se lancent dans un prod vidéo, ils pourront se tourner vers ces machines-là parce que elles seront plus accessibles et donc plus faciles aussi à rentabiliser et plus faciles à amortir. Donc moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Et puis surtout d'ailleurs on a cette révélation, ce connecteur caché au niveau du M1 Max. J'adore ça, j'adore les petits trucs que personne n'avait vus. Et là on peut dire qu'Apple, ils ont fait un truc quand même assez extraordinaire parce que personne ne l'avait vu venir. Et annoncer un processeur qui se compose de deux autres processeurs réunis par un connecteur que personne n'avait vu venir, moi je trouve ça assez dingue, je trouve ça cool même de pouvoir être étonné par une annonce comme ça. Ça fait du bien d'être un peu surpris par un constructeur et voilà. Et c'est finalement ça que j'ai envie de retenir de cette soirée, cette fameuse petite surprise, ce fameux petit connecteur caché qui montre aussi quelque part qu'Apple a une vision vraiment sur le long terme et je pense que c'est pas la seule surprise que la firme nous réserve pour cette année. Voilà donc pour ce débrief, pour ce récap du keynote du 8 mars 2022, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, pensez à liker, à la partager, abonnez-vous à la chaîne et si vous le faites, surtout activez la petite cloche. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!